Les aventures et les belles histoires qui les accompagnent, ça m'a toujours passionné. Ça me vient de mon père. Sa passion, c'est les crocodiles. Une passion qui lui vient de son enfance marocaine, où son oncle va lui transmettre l'admiration et le respect pour les reptiles. En créant avec son frère la ferme aux crocodiles de Pierre Latte, il est aujourd'hui reconnu pour son expertise. Ce projet lui a permis de mener des actions de sensibilisation et de préservation des reptiles, sur place comme dans les milieux naturels. Réaliser ce podcast, c'est un moyen pour moi de mieux comprendre les expériences qui l'ont façonné en tant que personne. C'est aussi une façon pour vous de prendre part à ces aventures, à la découverte des crocodiles et autres reptiles. Épisode 2. Les crocodiles sacrés de Bazoulay. Nous sommes en 1994. Nous venons juste d'ouvrir la ferme aux crocodiles à Pierre Latte avec Eric, mon frère. Donc ça, c'est dans la Drôme. On a appelé la ferme aux crocodiles, alors c'est peut-être un petit peu bizarre. C'est pas un endroit de production, c'est un endroit où on présente des crocodiles, donc une espèce de parc animalier spécifique. On l'avait imaginé comme une grande serre avec beaucoup d'eau, des grandes plages, beaucoup de plantes. Et j'espère que ça pouvait ressembler à un paradis à crocodiles. Juste avant d'ouvrir, on voulait faire un coup médiatique. On n'était pas du tout de la partie, mais on l'avait pensé comme ça. Et pour cela, on avait acheté le Mediasig. Le Mediasig, c'est un petit bouquin où on trouve toutes les adresses des médias un peu partout en France et un peu partout dans le monde d'ailleurs. On avait, je me souviens, envoyé plus de 400 fax, donc toute une journée, une nuit, un petit peu tous azimuts, sans vraiment savoir ce que ça allait donner, sans du tout savoir quel retour on aurait, en disant ouverture de la première ferme de crocodiles en Europe, lâcher de plus de 300 crocodiles devant la presse. Donc ça, on n'avait aucune notion de ce que ça pouvait avoir comme résultat. Et 2 jours après, donc le jour du lâcher des crocodiles, incroyable mais vrai, le matin, déjà, plein de journalistes arrivent. Franchement, on n'en croit pas nos yeux. Et l'après-midi, au moment du lâcher, c'est-à-dire vers 14h, il y avait quand même plus de 40 journalistes de télévision et presse écrite. Il y avait quand même les Américains, les Allemands, les Anglais, toutes les chaînes françaises. On n'y croyait pas du tout. Il fallait vraiment avoir de la chance ce jour-là, qu'il n'y ait pas un événement incroyable par ailleurs. Donc ça se passe bien, on fait le lâcher des crocodiles les uns après les autres. Ils sont assez à l'aise. Et moi, mais dans ma petite tête, quand même, moi j'avais prévu de les laisser s'habituer à l'espace pendant 1 ou 2 semaines avant d'ouvrir au public. Mais le lendemain matin, il y avait 2 kilomètres de queue de voitures parce que c'était passé aux infos. Et donc plein de gens arrivaient pour voir ce nouveau spectacle, ce nouvel endroit. Et donc on a ouvert précipitamment. On n'était pas franchement prêts. Moi, j'avais un peu honte parce que les crocodiles n'étaient pas si grands que ça, n'étaient pas spectaculaires, que les plantes étaient toutes petites, et j'étais un peu inquiet de ce qu'allaient penser les visiteurs, parce que pour moi, l'important, c'est toujours la même chose, c'est que les gens qui rentrent dans un espace qu'on leur propose, ce soit magnifique. Donc moi, j'étais un peu inquiet, j'avais, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu honte. Mais en fait, ça s'est très bien passé, et les jours suivants, ça a continué comme ça, toujours beaucoup de monde, des gens plutôt contents. Et donc on a très vite compris qu'il fallait faire de la communication, que la communication pour les parcs de loisirs, pour les parcs animaliers, pour les parcs qui reçoivent du public, c'est quand même très très important. Nous nous étions rapprochés d'une entreprise à Saint-Paul-Trois-Châteaux, donc le village à côté, à quelques kilomètres, une entreprise qui s'appelle Graphote, donc une imprimerie, pour faire des prospectus. C'était l'époque du papier, on faisait beaucoup de prospectus, on faisait aussi des 4x3, donc des grandes affiches. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à ce moment-là. Moi, j'allais régulièrement à Graphote pour préparer les prospectus, la mise en page, etc. Et j'aimais bien cette entreprise, dont le patron était Bernard Zaratsky. Donc Bernard Zaratsky, c'était un mec important pour moi, très dynamique, très sympa, une bonne équipe, un bon café. Et donc j'aimais bien cet endroit.
Et puis Bernard, j'ai compris qu'il connaissait aussi bien l'Afrique, donc il me parlait régulièrement d'Afrique. Et puis un jour où j'étais à son bureau assis, il ouvre son tiroir et il me sort 3 photos comme on sort un gun. Ces photos, je les prends comme ça et je regarde et c'est des mecs qui sont assis sur des crocodiles en Afrique. Alors là, franchement, c'est une déflagration pour moi, je n'avais jamais vu ça. On n'est pas dans un cirque, on est dans la nature. Il y a des crocodiles, des mecs assis à côté, des mecs assis dessus. Et il me dit, voilà, c'est une mare où il y a des crocodiles sacrés, c'est pas très loin de chez moi, au Burkina Faso. Le Burkina, moi je ne connaissais pas. J'étais déjà allé en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, mais le Burkina, je connaissais pas. Et donc il me parle de ça, et voilà, super. J'étais assez interloqué, quoi. Et puis j'ai essayé de chercher, de savoir ce que c'était, etc. Il n'y a pas trouvé grand-chose. Donc je retourne à la serre, un petit peu le train-train habituel, beaucoup de visiteurs, on est très contents, mon frère et moi, les employés sont au top. Et puis un jour, Bernard, qu'on appelle Bernard Zaraski, qu'on appelle Z en fait. Z m'appelle et me dit « Passe à mon bureau, s'il te plaît, il faut que je te voie. » J'arrive chez Graffotte. Bernard me dit « je t'ai pris un billet pour le Burkina, tu viens avec moi à Ouaga dans 2 semaines. » Waouh, je savais que c'était pas tout à fait vrai puisque de toute façon, il n'avait pas mon passeport. Donc je sais que c'était un petit peu un coup de bluff. Mais bon, j'étais chaud pour y aller. Je retourne à la ferme aux crocodiles, je vais voir mon frère, Eric, et j'étais un peu gêné parce qu'on venait juste d'ouvrir, il y avait du boulot. Je parle à Eric, voilà, je voudrais partir avec Z au Burkina. Et mon frère, toujours assez extraordinaire, toujours à trouver des solutions à tout, toujours cool. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. Alors ça, c'est hors de l'histoire, mais on partait voir un parc de loups à Mende. On était un peu en retard. Moi, je bombardais avec la voiture, un peu vite sur les petites routes de montagne, là. Et dans un virage, il y avait de la boue, parce qu'il y a une sortie de camion. Et on est parti en tête à queue complètement. Et on s'est arrêté au bord du ravin. Et mon frère, il sort de la voiture, tranquille, il me fait c'est pas ma tasse de thé, ton truc, là. Il en reste là. Ça, c'est Eric. Pour en revenir à notre histoire de crocodile, il me dit, écoute, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. Alors moi, j'étais super content. On part avec Bernard, on se retrouve à Marignane. Il y a beaucoup de vols qui partent pour l'Afrique du Nord, pour l'Afrique sud-saharienne. On arrive à Ouaga, on va chez lui, sa maison est sympa. Et le lendemain, il me dit, écoute, tu vas avec Ahmed, le chauffeur, il va t'emmener dans la mare. Donc on prend le goudron et puis on fait une 40aine de kilomètres. Pour reprendre une piste, dans mon souvenir, la piste elle est vraiment mal foutue. Enfin bon, on avait un 4x4, donc pas de souci. On arrive à Bazoulé. Bazoulé, c'est un tout petit village, des cases africaines, quoi, en pisé, avec des toits de chaume. Quand on s'approche d'une case, il y a le chef qui est là, tout de blanc vêtu, avec son boubou élimé aux manches. Fière allure sur un vieux fauteuil, plein de gamins par terre autour de lui. Et donc Ahmed fait les présentations, il lui dit que j'ai des crocodiles dans un parc en Europe, en France. Et donc le chef, il est un peu, tout de suite il a l'œil qui s'éveille. Et il demande si mes crocodiles sont sacrés. Et je dis que pour moi, bien sûr, mes crocodiles, ils sont sacrés. Donc il se passe beaucoup de temps, beaucoup de palabres. Évidemment, il y a une tournée, il y a un gamin qui va chercher des Fanta, donc c'est Fanta orange pour tout le monde, donc je paye une tournée. Ça tombait bien parce qu'il faisait hyper chaud, mais alors vraiment hyper chaud, j'avais jamais eu aussi chaud de ma vie. Et puis on finit par partir au bord de la mare. Et là, c'est le truc de fou, quoi. Ça sort du réel, c'est impressionnant. Il y a pas mal de crocodiles, je vois au moins une dizaine de crocodiles, la gueule ouverte, qui ne bougent pas. Le spectacle, pour moi, il est complètement incroyable. Il y a des gamins qui jouent au foot à côté, il y a des pêcheurs, il y a des troupeaux pas loin, il y a des zébus qui passent. À ce moment-là, je crois que j'ai un coup de chaud, je suis un peu fatigué, je suis dans un état presque second, à la fois hyper pas bien physiquement et à la fois mentalement dans une espèce d'euphorie en voyant ce spectacle que je ne pouvais pas imaginer. Dès que je suis rentré à Pierre Latte,
Ça me trottait dans la tête. Je me suis dit, il faut absolument que je reparte à Bazoulet et qu'on fasse un reportage. Évidemment, j'ai pensé à André. Je le connaissais pas très bien à ce moment-là. D'ailleurs, ce sera notre premier voyage ensemble. On en a fait évidemment beaucoup d'autres après, mais là, c'était le premier. Et en fait, André, c'est assez amusant. Je l'avais rencontré sur une manif contre le TGV. Lui, il venait pour France 3 pour filmer la manif. Et il se trouve que quelques semaines ou quelques mois après, il est venu faire un reportage sur la petite serre que j'avais. À l'époque, j'avais une petite serre dans laquelle je faisais de la culture de plantes, dans laquelle il y avait un crocodile qui s'appelait la serre au croco. Et notre amitié a commencé comme ça. Donc, deuxième voyage à Bazoulet. J'étais très content de revenir au Burkina. On a eu la chance encore d'avoir Bernard qui nous a relogés, qui nous a prêté sa voiture. Et nous sommes retournés à Bazoulet. Je crois que déjà que le chef, il était très très surpris de me revoir. Mais c'était très sympa, on a eu un accueil incroyable. J'étais beaucoup mieux. Je sais pas s'il faisait moins chaud ou pas, mais en tout cas j'étais bien. Là on est resté un peu plus longtemps, un peu plus approfondi l'histoire. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait une digue qui faisait qu'il y avait de l'eau en permanence dans cette mare et que les gens passaient sur la digue en calèche ou en vélo, en mobilette. Donc c'était une digue route qui permettait de passer d'un endroit à un autre, mais c'est a priori ce qui permettait que l'eau reste dans cet endroit, en tout cas assez longtemps. Quand je dis ça, c'est parce que le chef, très rapidement, quand on parlait avec lui, nous disait qu'il y a un vrai problème avec l'eau de la mare. Et il revenait très souvent là-dessus. Des fois, il n'y a plus d'eau dans la mare, il y a des crocodiles qui meurent. Donc j'ai vraiment senti que ça l'inquiétait. On est resté très longtemps là, on a fait des images sur plusieurs jours. C'était très sympa. On avait ramené des panneaux pédagogiques de Pierre Latte sur la vie, les mœurs des crocodiles. Donc on a eu vraiment un très très bon accueil et cette fois-ci d'ailleurs le chef nous a invités à déjeuner et donc c'était vraiment très agréable, très sympa. Et alors là on a commencé à lui poser pas mal de questions. D'abord savoir pourquoi les crocodiles étaient sacrés et depuis combien de temps il y avait des crocodiles à Bazoulet. Donc d'après le chef, les crocodiles ont toujours été là. Ils étaient là déjà du temps de ses ancêtres. Moi, j'avais un petit doute parce que j'imaginais qu'ils étaient là depuis qu'il y avait de l'eau et que l'eau, elle était quand même retenue par la digue. Mais bon, je n'en étais pas sûr et puis je voulais pas du tout le contrarier. Et puis, je me laissais bercer par les paroles du chef. D'ailleurs, le chef avait une phrase que j'aime beaucoup, qui m'est restée dans la tête. Il disait « Le jour où il n'y aura plus de crocodiles, il n'y aura plus d'eau ». J'avais adoré cette phrase. Nous, Français, Européens, on aurait plutôt dit le contraire, mais lui, il a sorti comme ça, et cette phrase m'est vraiment restée. On lui demandait aussi pourquoi les crocodiles étaient sacrés, et là, c'est pareil, il avait une phrase assez extraordinaire. Les crocodiles sont les âmes des habitants du village. Le mois dernier, un habitant est mort, et dans le village, un crocodile a disparu de la mare. S'il y a une relation de cause à effet, j'ose y croire. Cette phrase-là, elle est, je trouve, assez extraordinaire. Elle explique la raison pour laquelle, à Bazoulet, les crocodiles de la mare sont sacrés. Grâce aux scientifiques et aux analyses ADN, ils en ont fait une espèce à part entière, donc Crocodylus zucus, c'est-à-dire le crocodile d'Afrique de l'Ouest ou crocodile du désert, donc un crocodile qui vit actuellement au Burkina, donc au Mali, au Tchad, au Sénégal, en Mauritanie, et qui a vécu autrefois au Maroc. Et là, d'ailleurs, on est en train de bosser avec les eaux et forêts et le Crocoparc d'Agadir sur une éventuelle réintroduction dans des espaces avec de l'eau permanente dans le désert, des gueltas dans le sud du Maroc. Ces crocodiles, ce qui était amusant à Bazoulet, c'est qu'ils avaient vraiment l'habitude des gens. C'est-à-dire que, comme je l'avais dit au début, avec les photos, il y a des gamins qui montent dessus. Nous-mêmes, on a pu s'asseoir sur un crocodile. Bon, c'est un truc que j'aime pas vraiment faire, mais parce que j'imagine que ça les emmerde plutôt qu'autre chose. Mais voilà, alors c'est tout à fait étonnant de voir que ces crocodiles étaient habitués aux gens. L'explication, à mon avis, c'est qu'ils grandissent tout doucement, que rapidement ils s'aperçoivent que les gens du village les laissent tranquilles, que même régulièrement ils viennent les nourrir.
Les crocodiles sont des animaux intelligents qui comprennent rapidement les choses. Et c'est comme ça que ces crocodiles, en fait, n'attaquent pas les gens et sont tout à fait étonnants pour nous, en tout cas. Je suis revenu quelques années après, toujours chez Bernard. Il y avait le chef, de nombreux enfants comme d'habitude. Il y avait Alphonse, alors je ne vous ai pas parlé d'Alphonse, mais Alphonse, c'est un des guides de Bazoulet, qui parle très bien le français, avec qui je m'étais lié d'amitié, qui est même venu à Pierre-Latte, un mec très sympa, avec qui je communique encore régulièrement. Donc tout le monde était là, nous étions très heureux de nous retrouver, toujours de longues palabres dans la case du chef, et cette fois-ci, la saison sèche dure depuis très longtemps, et je n'étais pas au courant du tout, mais il m'annonce qu'il n'y a plus d'eau du tout dans la mare. Alors ça, j'ai été à la fois bien inquiet, puisqu'il m'avait parlé que régulièrement des crocodiles mouraient, et à la fois très curieux de voir ce qu'étaient devenus les crocodiles. Ils me préviennent tout de suite que le plus gros crocodile, donc celui qui était le plus sombre, il est déjà mort. J'ai bien son image en tête. Il était un peu plus gros que les autres, pas plus agressif, mais on voyait bien que c'était le chef. Les autres crocodiles, donc, il n'y a plus dans la mare, ils se réfugient là où ils peuvent pour survivre. Alphonse, il m'emmène à la mare, là, le chef n'est pas venu. Il me montre des terriers dans la berge, là, dans la digue justement, là où les crocos se sont réfugiés. J'essaye de mettre ma tête pour voir un peu loin dans le terrier, mais bon, visiblement, ils sont bien profonds, on voit rien. Il y a un peu d'odeur, mais on voit rien de spécial. Je leur demande s'ils les voient sortir de temps en temps. Non, en fait, personne ne les a vus et sortiront sûrement dès que la pluie va arriver. Mais là, a priori, pendant des semaines, voire des mois, ils ne sortent pas. Tout ça, je pouvais l'imaginer, mais entre l'imagination et le réel, des fois, c'est bien différent. Alors après, Alphonse m'amène assez loin de la mare, peut-être à 200 mètres. Là, il y a un énorme baobab. Dans le baobab, il y a une fente, je sais pas, qui fait peut-être 70 de haut, 20 cm de large. Il me montre ça, donc je comprends pas très bien. Et en fait, je m'approche, et en regardant dans la fente, je m'aperçois que le baobab, il est complètement creux, et qu'il y a des dizaines de crocodiles à l'intérieur du baobab. Donc un truc de fou, quoi. J'imaginais pas une seconde cette histoire comme ça. Je me demande même comment ils sont passés, parce que c'est très étroit, ils ont été obligés de passer en travers. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais a priori, tous les ans, ils font la même chose, ils reviennent dans ce baobab. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à survivre de très grandes sécheresses. Ce jour-là, je ne suis pas du tout au bout de mes surprises. Bazoulet est une mare incroyable. Alphonse m'emmène chez des voisins à lui, complètement de l'autre côté du village. C'est une petite case tout à fait traditionnelle, en bois et paille. Dans la cour, il y a un mouton, il y a des poules. Les voisins sont là, ils sont un peu surpris. Je me demande pourquoi il m'emmène là, Alphonse. Mais je comprends dès qu'on pénètre dans la case, dans la pièce. Il y a une seule pièce. Dans le fond, dans la pénombre, je le vois tout de suite. Vous n'allez pas me croire, il y a un crocodile. Pas très gros, mais un croco. Il n'y a rien qui bouge, on peut se demander si c'est une statue ou pas. Moi, je comprends tout de suite qu'il est vivant, le crocodile. On s'assoit, il y a de l'eau qui chauffe, on me propose un thé. Le crocodile, il est là, à 3 mètres, il ne bouge pas, comme je vous l'ai dit. Je vois son œil bien vert, c'est sûr qu'il est vivant. Et alors là, c'est complètement hallucinant, quoi. Il y a un crocodile chez les gens. Si je raconte ça, qui va me croire ? Je me disais, quand je vais rentrer en France, je vais raconter ça autour de moi, ils vont me prendre pour un taré. Mais non, pourtant c'est bien la vérité. Le crocodile, il est là déjà depuis 2 mois, paraît-il. Et les gens de la case, là, ils l'ont même pas vu rentrer. Ils savent même pas quand est-ce qu'il est rentré exactement. Mais il est là, il n'a pas bougé depuis aussi longtemps. Et pour eux, c'est grâce à Dieu qu'ils ont été choisis pour avoir un crocodile chez eux, pour protéger un crocodile. Et ça, c'est une ambiance à ce moment-là complètement magique, un moment complètement unique, incroyable. Ces magnifiques souvenirs à Bazoulet, cette rencontre avec cette Afrique si mystérieuse, ça me fascine toujours. C'est vraiment un truc auquel je repense souvent. Je me dis qu'on est vraiment bien loin de comprendre et de savoir tous les secrets de ces animaux.
Ce podcast est réalisé par Léo Fougérolles, avec les voix de Luc Fougérolles, Léo Fougérolles et Éléonore Altenlo. La musique et le mixage sont de Tito Oral.